Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi 4 minutes. On est jeudi, le 16 novembre. On vous souhaite bienvenue dans votre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. On entame donc la dernière de la semaine pour Côte-Nord Attitude, bien sûr, puisqu'on termine le jeudi maintenant. Et on a une émission bien chargée devant nous là, pour terminer cette semaine-là. On est au lendemain de la bonne nouvelle pour Fermont et Sept-Îles, celle de la réouverture officielle de la mine du lac Bloom. On les voyait venir quand même. Oui. Là. Hier, c'était vraiment plus cérémonial que d'autres choses. On a donc fait ça avec le ministre responsable du Plan Nord, Pierre Moreau. On devrait lui parler dans les prochaines minutes, Valérie. On attend son appel. Ouais. Il est à l'Assemblée nationale. Il y a eu des complications ce matin. Là, le discours du président de l'Assemblée nationale dans le dossier de Guy Ouellet qui s'est un peu étiré. Alors là, il est encore en chambre, mais peut-être vers midi 15, midi 20, là, on espère vraiment l'appel en direct du ministre Pierre Moreau qui hier était à Fermont pour annoncer officiellement la relance de la mine du lac Bloom. Chose certaine, c'est qu'on va en parler avec Nicolas Lapierre, qui lui aussi était sur place hier. Nicolas, c'est le coordonnateur du syndicat des métallos pour la Côte-Nord. Très heureux, les métallos, de cette annonce. On le rappelle, c'est des emplois de qualité. D'ailleurs, on a voté hier, là, on va vous préciser ça au bulletin d'information dans quelques instants, en faveur d'une nouvelle entente, un premier contrat de travail avec Minerais de Fer Québec, la filiale de Champion Iron Mines, qui réouvre les installations à Bloom Lake. Donc voilà, on va en parler dans la première partie de l'émission en espérant une entrevue avec Pierre Moreau de cette annonce exceptionnelle qui représente beaucoup d'emplois de qualité à Sept-Îles, mais aussi à Pointe-Noire. On en parlait hier avec le directeur général de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire à cette émission. Également vers midi 25, ou en tout cas peut-être le temps va varier un petit peu là selon l'horaire du ministre ce midi. On va parler de la semaine, comment est-ce qu'on l'appelle? Le poids sans commentaire. Oui, tout à fait. On jase de ça avec Michaël Bergeron, qui est un ancien Sétilien, qui a été d'ailleurs collaborateur ici à l'émission Côte-Nord Attitude, parce qu'il est l'un des ambassadeurs de cette semaine-là qui est organisée par Équilibre. C'est la 6e semaine, la 6e année qu'on fait ça. Et en fait, c'est pour parler de diversité corporelle, bien sûr. En fait, Michaël est le seul ambassadeur gars, parce qu'ils sont 4. Ils sont 3 filles, un gars. Et des fois, on a l'impression que la diversité corporelle, c'est plus facile quand on est un gars. Mais en fait, en lisant bien des trucs, puis en me documentant cet avant-midi, je me suis rendu compte que non, c'est pas plus facile. Les standards de beauté, ils sont là pour les gars aussi. Donc, ça va être intéressant de jaser avec lui de tout ça, puis pourquoi il a dit oui pour représenter cette semaine-là aussi. Bref, bien des choses à jaser avec lui. Oui, et dans la dernière partie de l'émission, on va d'abord s'entretenir avec la directrice d'Action Chômage Côte-Nord. Elle déplore le trou noir qui va être plus foncé cette année. Tu sais ce que c'est le trou noir, C'est la période où les travailleurs saisonniers n'ont plus de prestations d'assurance emploi, puis la saison de travail là dans les pêches et le tourisme par exemple dans notre région n'est pas recommencée. Donc tout un calcul mathématique là, du gouvernement fédéral fait en sorte que cette année le trou noir va être plus long pour les travailleurs saisonniers de Sept-Îles, Port-Cartier et d'une bonne partie de la Côte-Nord. On en parle avec Lynn Sirois d'Action Chômage Côte-Nord. En fin d'émission, on parle d'une activité qui a lieu cette fin de semaine à Sept-Îles dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie. Tu sais que de plus en plus de gens s'intéressent là à leurs ancêtres, leur arbre généalogique. Il y a une belle activité du côté de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et Danielle Saucier, qui est l'archiviste ici à Sept-Îles, coordonnatrice des Archives nationales, sera avec nous en fin d'émission pour nous en parler. Et juste avant cette série d'entrevues, on vous offre un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord qu'un nouveau centre d'action bénévole sera fondé à Sept-Îles le 28 novembre. Jean Caron agit comme porte-parole du comité provisoire de 3 personnes qui organise l'assemblée de fondation. Le porte-parole constate que le centre d'action bénévole de Sept-Îles ne remplit plus sa mission et de celle de former et de fournir des bénévoles pour diverses causes et organisations à Sept-Îles. Jean Caron croit aussi qu'il faut regarder si tous les services aux aînés
que dispensait le Centre d'action bénévole par le passé sont encore disponibles. Hélène Duchesne et Doris Nadeau complètent le comité provisoire du futur Centre d'action bénévole Le Virage de Sept-Îles. Le directeur du Centre d'action bénévole actuel, Maurice Gagné, réagit en rappelant que son organisme poursuit ses activités malgré la fin de son entente de financement avec le Centre intégré de santé de la Côte-Nord. Le CAB ne souhaite pas laisser sa place au comité provisoire qui veut créer un nouveau CAB. Selon Maurice Gagné, plusieurs services sont maintenus et son organisme attend des réponses pour reprendre d'autres activités. Déménagé au Grand Passage sur le boulevard L'Or, le CAB de Sept-Îles n'est plus équipé pour offrir son service de popote roulante. Le ministre du Plan Nord, Pierre Moreau, s'est rendu au lac Bloom hier pour confirmer la relance de la mine. Son gouvernement ajoute 26,2 millions de dollars à sa participation sous forme de capital pour s'assurer que la compagnie Minerais de Fer Québec démarre sur des bases solides. Les premiers chargements de fer du lac Bloom sont attendus à Sept-Îles en février. La filiale de Champion Iron Mines produira 7 millions de tonnes de minerais en 2018. Le ministre Pierre Moreau a qualifié l'annonce d'hier d'exemple significatif de réussite du Plan Nord. Les métallos membres de la section locale 99-96 à la mine du lac Bloom de Minerais de Fer Québec ont accepté dans une forte proportion de 86% un nouveau contrat de travail de 3 ans. C'est avec en main un excellent contrat que ces travailleurs vont procéder au redémarrage de la mine du lac Bloom en février. Le vote sur l'entente de principe s'est déroulé au cours des 2 dernières semaines. Il a pris fin hier soir avec une assemblée du côté de Fermont. Selon le représentant syndical des métallos dans ce dossier, Danny Maltais, le vote, donc cette approbation très forte, est un message clair au gouvernement au conseil d'administration de Champion également et à d'éventuels investisseurs. Les travailleurs sont satisfaits de leur contrat de travail et prêts à relancer enfin cette mine, déclare Danny Maltais. Parlant des métallos, le syndicat accueille avec enthousiasme l'annonce d'hier à la mine du lac Bloom. Les travailleurs ont un bon contrat de travail maintenant et le coordonnateur des métallos, Nicolas Lapierre, a serré la main du ministre Pierre Moreau hier. Au métallos, des fois, on n'a pas tout le temps été tendre avec le Parti libéral, mais je suis forcé d'admettre que dans les dernières années, le Parti libéral a fait son travail d'intervention et est venu sécuriser les installations du lac Bloom. Ceux-là de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, Tata Steel, le port de Sept-Îles, on récolte le fruit aujourd'hui. Le redémarrage de la mine a un impact positif sur la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Le directeur général Pierre Bolduc peut rêver de développer le grand potentiel de l'ancien site de Cliff. J'aimerais que le site soit utilisé à sa pleine capacité, non seulement l'aspect minier, mais qu'on ait commencé à implanter d'autres types d'entreprises qui permettraient de stabiliser en fait toute la région. La relance de la mine à Fermont est une bonne nouvelle pour tout le monde, selon le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Stéphane Forget. Le directeur de la Chambre de Sept-Îles, Paul Lavoie, constate que les retombées sont déjà palpables pour plusieurs PME de Port-Cartier et Sept-Îles. Le trou noir prend une ampleur inégalée pour les travailleurs saisonniers, de la Côte-Nord. Il leur faut 665 heures de travail pour bénéficier de 15 semaines de prestations d'assurance-emploi. La période sans revenu avant la reprise des activités saisonnières comme le tourisme et les pêches sera plus longue. Action Chômage Côte-Nord craint qu'un exode des travailleurs saisonniers entraîne la fermeture d'entreprises. C'est la chute du taux de chômage qui change les règles d'admissibilité au programme du gouvernement du Canada. La coordonnatrice d'Action Chômage, Lynn Sirois, souligne que dans plusieurs villes et villages de la Côte-Nord, le taux de chômage baisse avec l'exode de la population. Elle rappelle au ministre fédéral Jean-Yves Duclos ses engagements lors de son passage dans la région en mai dernier. Action Chômage Côte-Nord croit que le gouvernement fédéral affiche pour bien paraître un taux de chômage inférieur à la réalité en jumelant certaines régions. Eh bien, on va arrêter ce bulletin d'information, faire une pause et on parle avec David Catafort dans quelques instants. C'est le chef des opérations à la mine du lac Bloom où on procédait à une belle annonce officielle hier avec le ministre Moreau. On attend l'appel du ministre Pierre Moreau, mais en attendant, on parle au chef des opérations. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal.
Ma couverture douillette, je l'ai. Mes émissions de télé préférées, je les ai. Économiser pendant que je profite de la saison de l'hibernation au max, ça aussi je l'ai avec le trio tout inclus de Cogeco. Internet Ultra Fibre 40 illimité, la téléphonie et le forfait Télémix ultime, incluant RDS, TVA Sport et Super Écran pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Obtenez aussi l'enregistreur TiVo gratuit pendant 12 mois. Des conditions s'appliquent. Il fait peut-être froid à l'extérieur, mais c'est épatant à l'intérieur. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Nissan présente la grande vente de fin d'année, Maître de la route, en l'honneur de Star Wars Les Derniers Jedi, en salle le 15 décembre. Conduisez une nouvelle Nissan aux 2 ans, grâce à la location 24 mois sur les Nissan Micra et Sentra, offerte en location courte durée. Et en ce moment, obtenez en prime les pneus d'hiver sans frais. Faites vite, l'offre se termine le 30 novembre. Détails et conditions chez votre concessionnaire Nissan ou sur choisisseznissan.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Valérie, je t'avoue qu'on est chanceux, là. On a en même temps le ministre responsable du Plan Nord, Pierre Moreau. Je pensais pas qu'il allait nous rappeler comme prévu à l'heure aujourd'hui parce qu'il y a des choses à l'Assemblée nationale à Québec. Et on a aussi, par téléphone, le chef des opérations pour Minerais de Fer Québec, la filiale de Champion Iron Mines. Il y avait cette belle inauguration hier. Ces 2 personnes étaient au cœur de l'annonce au Lac-Bloom à Fermont hier. Bonjour, messieurs. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bon. Monsieur Moreau, d'abord, là, votre horaire est chargé aujourd'hui. Hier, vous êtes rendu à Fermont? On a quelques chaudrons sur le feu. Dites-moi, à Fermont, hier, est-ce que c'était votre premier voyage sur le territoire du Plan Nord depuis que vous en êtes le ministre? Depuis que j'en suis le ministre, oui, vous avez raison. C'était mon premier voyage, mais c'était pas mon premier passage à Fermont. Je suis allé il y a quelques années dans d'autres fonctions. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire. D'abord, c'est que la journée a été fantastique et fantastiquement bien organisée par les gens de Minerais de Fer Québec, alors que notre passage a été annoncé à la dernière minute, là, justement en raison de l'agenda de l'Assemblée nationale. Ouais. Et ce que j'ai vu, on a rencontré le maire de Sept-Îles, bien sûr, M. Porlier, le maire de Fermont, M. Saint-Laurent, et les gens de l'entreprise et les employés. Et tous avaient dans les yeux cette fierté extraordinaire de voir relancer un aussi beau projet que la mine du Lac-Bloom et pour de très, très bonnes raisons, notamment au niveau de l'emploi, bien sûr. Mais au niveau de cette fierté qu'ont les gens de la région de Sept-Îles de contribuer à l'économie du Québec de façon beaucoup plus large que strictement les emplois qui sont dégagés là et de prouver qu'aujourd'hui, je dirais sur la planète entière, le Québec est un bon endroit pour faire des investissements dans le domaine minier. Et je termine là cette longue réponse en vous disant à quel point j'ai été impressionné non seulement par le site, mais par le grand intérêt et la précaution que prennent les gens de Minerais de Fer Québec à faire de l'exploitation de la mine, dans un contexte de développement durable. La préoccupation qu'ils ont pour l'environnement est absolument extraordinaire. Des investissements, une modernisation du site liés et en droite ligne avec ce que nous, on appelle au Québec le virage énergétique pour produire moins de gaz à effet de serre et ils doivent être félicités pour ça. Ben, Monsieur Moreau, on sent que votre voyage à Fermont vous a inspiré, là. Monsieur Catafort, vous avez saisi le pot de fleurs au passage, là, pour la cérémonie d'hier, bien organisée. C'est vrai que c'était à la dernière minute, hein, quand même. Ah oui, on aime croire qu'on est toujours prêt à la mine de fer du Lac-Bloom, puis pour remercier vraiment le travail incroyable des gens sur le terrain, les gens se sont virés de bord très rapidement. Je pense que ça vaut la peine de ressouligner justement le mot fierté que M. Moreau a annoncé quand on regarde un peu chaque individu qui travaille à la mine de fer du Lac-Bloom, que ce soit un employé ou un entrepreneur, les gens sont vraiment prêts à ce que ça redémarre, puis ça se sentait hier. Oui. Monsieur Catafort, il y a eu beaucoup de réactions positives de la Fédération des chambres de commerce aux métallos. On a justement un deuxième communiqué des métallos ce matin, là. Ils ont approuvé à 86% l'entente de principe qui était intervenue avec Minerais de Fer Québec. On le précise, du côté des métallos, c'est des emplois de qualité que vous offrez. Oui, on trouvait ça important de travailler avec notre partenaire, le syndicat des métallos, pour avoir une entente qui était juste pour les deux parties.
Et bien qu'on est dans un contexte de redémarrage et puis il faut faire attention à nos dépenses, je pense qu'on a réussi à arriver avec une entente qui était favorable pour les deux parties. On voit ça avec le haut taux de 86% d'approbation. Et puis le communiqué est sorti très fort aussi que les gens sont prêts pour travailler, pour redémarrer le projet. Donc, on est très fiers de cette entente. Moi, je dirais que le seul défaut de votre projet, c'est le fly-in, fly-out. Hein? On y va avec une formule qui favorise pas mal ça. C'est pas ce qui donne le maximum de retombées pour une région. Monsieur Catafort, on a comme pas vraiment le choix. Hein? C'est quand même des emplois dans le Nord. L'avantage d'un fly-in, fly-out, quand même, surtout à Fermont, c'est que ça permet à la plupart des gens de la Côte-Nord de pouvoir bénéficier. Donc, nous, on a un point de chute qui atterrit à cette île, qui va chercher les gens de la région de la Côte-Nord pour être capable de les amener travailler à la mine de fer du lac Bloom. Et puis maintenant que notre liste de rappel, elle est presque terminée pour l'embauche, mais on va maximiser l'embauche locale, que ce soit à Sept-Îles, Bécomo, Port-Cartier, tous les endroits de la Côte-Nord. Ouais. Monsieur Moreau, ça vous apparaît inévitable, la formule fly-in, fly-out sur le territoire du plan Nord? Tous les gros projets vont pas mal marcher comme ça, même si c'est pas le maximum de retombées pour la région immédiate? Ben, écoutez, je vous remercie de poser la question puisque on a eu des discussions très ouvertes, non seulement avec M. Catafort hier, mais avec la députée Lorraine Richard, qui est la députée du comté du Plessis, et avec M. O'Keefe, qui est le président directeur général et qui était là et qui tous convergent vers la même chose. Il est même intéressant pour Minerais de Fer Québec d'embaucher régionalement. C'est moins coûteux pour eux en termes de transport. Alors, il y a une convergence vers ça. Maintenant, il y avait des obligations liées à la liste de rappel pour les employés qui avaient une ancienneté. M. Catafort vient de dire que cette liste-là est terminée. C'est clair que l'intérêt est d'aller vers un emploi local. L'investissement que le gouvernement a fait, c'est un investissement qui, bien sûr, au premier chef, amène un développement économique, une croissance économique dans une région, mais qui crée des emplois dans une région. C'est aussi un des éléments qui entre en ligne de compte dans la décision du gouvernement d'aller de l'avant avec son investissement puis sa participation dans les actifs de l'entreprise. Et ce que j'entends, moi, me satisfait. On pourra jamais éliminer totalement le fly-in, fly-out, particulièrement dans des domaines de haute technologie où on a besoin d'aller chercher une main-d'œuvre spécialisée qui souvent se trouve à l'extérieur d'une région. Mais pour la grande majorité des emplois, ce sont des emplois où la formation se fait même en entreprise, où il est possible de favoriser largement l'emploi local. D'ailleurs, on parle aux gens de cette île aujourd'hui. J'ai appris hier qu'il y a une concessionnaire automobile qui a un contrat d'à peu près $1 million pour fournir des camionnettes à la mine. Ça, c'est des retombées directes dans la région. Et vous savez quoi? Pour les convertir afin que les éléments mécaniques soient protégés, cette entreprise-là, ce concessionnaire automobile-là, fait affaire avec 3 autres entreprises pour renforcer les éléments de protection sous les véhicules. Ça, là, c'est ce qu'on appelle les emplois indirects liés à l'investissement que l'on a annoncé hier. Et je vous rappellerai que dans le domaine minier, un emploi direct a une corrélation d'environ 2 emplois indirects et que c'est une des relations emploi direct, emploi indirect les plus élevées dans le domaine industriel. Alors, on a toutes les raisons de se réjouir. C'est une très bonne nouvelle et je suis sûr que des 450 emplois qui viennent s'ajouter seront orientés vers les gens de la région. D'ailleurs, vous évoquiez tantôt la correspondance des représentants syndicaux. Hier, il y avait le représentant syndical qui était sur place et qui est venu nous dire, on vous remercie de ce que vous avez fait, parce que ce que vous faites, ça crée des emplois chez nous, puis ça assure la prospérité de nos travailleurs, qui sont des travailleurs compétents dans la région, et on en est très heureux. Oui, il nous l'a dit sur les ondes aussi, le coordonnateur des métallos de la Côte-Nord, qui est pas un libéral du tout, je peux vous dire, M. Moreau, là, c'est pas un libéral pantoute, mais il a rendu hommage au gouvernement libéral dans le dossier de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire aussi, là, qui est drôlement utile à Champion, à Tata Steel et à d'éventuels autres projets miniers dans le Nord. Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça, ces dossiers-là, là, mais ça a été bien travaillé avant que vous arriviez au ministère, là, le dossier
dossier de Pointe-Noire, entre autres. Vous évoquez l'acquisition dans le secteur de Pointe-Noire. Vous me permettrez certainement de souligner le caractère visionnaire de mon regretté collègue Jacques Daou, qui est celui qui, lorsqu'il était ministre de l'Économie, a suggéré au gouvernement de se porter acquéreur de ces actifs-là, qui désenclave l'accès au territoire du Nord et qui donc permet des initiatives qui vont faciliter le travail aux minières. Quand je vous disais en introduction que le Québec, particulièrement la Côte-Nord, est un des très bons endroits dans le monde pour investir dans le domaine minier, c'est aussi dû à ce qu'on met en place, grâce notamment à la vision de Jacques Daou, pour permettre le transport et la sortie du minerai et donc son accès au marché international. Et ça, je pense, hier dans nos conversations, M. Catafort et M. O'Keefe reconnaissaient la situation, je dirais, très enviable de la Côte-Nord à cet égard-là. Ouais. En terminant, M. Catafort, les prochaines étapes, là, on voit qu'il y a beaucoup de postes d'affichés, on est en train de s'organiser. Vraiment, le démarrage, là, les premiers chargements devraient arriver en février à cette île-là. Oui, exact. On travaille pour être capable d'acheminer du matériel en mars prochain, en 2018. Donc, on travaille de concert avec la Société ferroviaire portuaire de Pointe-Noire pour être en mesure d'accueillir nos trains lorsqu'ils arriveront. Les opérations minières ont déjà démarré à Bloom Lake. Donc, nos camions, nos pelles, nos foreuses, c'est ce qui fait qu'on est déjà près de 250 employés qui travaillent, soit des mécaniciens, des opérateurs, des gens pour préparer le terrain. Il reste à compléter notre usine de séparation, donc compléter notre circuit de récupération qui permet justement de réduire de beaucoup nos coûts d'opération et d'envoyer moins de fer au parc à résidus, donc d'avoir un impact environnemental qui est plus faible. Et tous les efforts sont mis pour compléter le recrutement avant Noël, de compléter à 450 employés pour notre redémarrage. Donc, il y a beaucoup d'actions. On est très fiers de nos gens, très fiers de l'accueil des gens de cette île et de la Côte-Nord en général, qui nous ont supportés tout au long de cette aventure. Il reste quelques mois avant qu'on puisse couper le ruban officiellement et produire nos premières tonnes. Et vous allez nous voir souvent dans la région là, pour être capable de célébrer ce démarrage-là. Ben, c'est un projet qu'on surveille de très, très près depuis longtemps à cette île. Vous l'avez senti dans toutes vos visites, d'ailleurs, là, le milieu des affaires est mobilisé, le milieu des travailleurs aussi. Donc, Monsieur Pierre Moreau, ministre responsable du Plan Nord et des Ressources naturelles, un gros merci d'avoir pris le temps de nous appeler en direct ce midi, là, à notre émission. Merci, au plaisir d'aller vous visiter en direct dans vos studios lors de mon prochain passage à cette île. Il ne devrait pas tarder, d'ailleurs. On a hâte. Monsieur Catafort, on vous remercie aussi beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce midi en direct. Merci à vous. Et Valérie, on peut peut-être compléter tout ça avec un extrait là, d'une entrevue réalisée hier en fin de journée avec Nicolas Lapierre, le coordonnateur du syndicat des métallos. Il était aussi sur place au lancement, à l'inauguration hier à Fermont. On l'écoute. C'était là, évidemment, pour l'annonce. Fondamentalement, c'est pas ça qui nous a amené au Lac Bloom parce qu'on l'a appris un peu comme tout le monde à la dernière minute, vers 3 heures hier après-midi, là, qu'il y avait une annonce officielle. Mais on était ici pour finaliser la présentation des ententes de principe dans le but d'entériner l'entente de principe. Donc, on s'apprête à commencer les 2 dernières assemblées. Ça viendrait boucler la boucle, si vous voulez, là, avec l'annonce de Minerai de Fer Québec et un nouveau contrat de travail qui sera entériné. Là, on serait très heureux. Là. T'as serré la main du ministre Moreau, Nicolas? Oui, absolument. Il rajoute 26 millions là-dessus, là. C'est ce que j'ai compris? Oui, absolument. Puis, vous savez, au Métallon, des fois, on n'a pas tout le temps été avec le Parti libéral, mais je tiens à dire une chose, c'est que force est d'admettre que dans les dernières années, le Parti libéral a fait son travail d'intervention et est venu sécuriser les installations du Lac Bloom, ceux-là de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, Tata Steel, le port de Sept-Îles. Il y a eu beaucoup d'investissements, puis le fait de venir sécuriser ça, on récolte le fruit aujourd'hui, puisqu'on peut assister à une relance. Donc, ça a permis à des joueurs
du secteur privé d'attacher quelque chose, de ficeler quelque chose. Puis aujourd'hui, on est fiers d'avoir participé à l'annonce de ça. Puis Dis-moi, il y a le président, le directeur général de la Société fédérale et portuaire de Pointe-Noire qui me disait, là, c'est quand même des emplois de qualité avec la réouverture du lac Bloom. Ce que vous allez signer, là, avec Champion, avec Minerais de Fer Québec, ce que vous avez déjà signé avec la SFP ici à Sept-Îles, c'est des jobs de qualité, hein? Oui, c'est des jobs de qualité. Actuellement, on a à peu près, en termes de syndiqués, là, parce que je vais parler pour ma paroisse, là, sans vouloir dénigrer les autres emplois, là, mais en termes d'emplois syndiqués, on a à peu près 110 travailleurs qui ont été rappelés. Donc, on a épuisé notre liste de rappels. Donc, on va procéder fort probablement à tout près de 200 nouvelles embauches d'ici février. Ça veut dire que ça va monter le niveau de salariés à 300 pour février 2018, et plus 150 personnes qui vont œuvrer au niveau de la gestion puis toute la supervision. Donc, on peut penser qu'on va avoir 450 travailleurs qui vont gagner des salaires, qui frisent le 100 000 et plus par année. Donc, c'est très bon. Ça a beaucoup d'impact positif. C'est des gens qui vont consommer. C'est pas tous des gens qui sont dans la région, mais quand même, ça a des impacts sur les sous-traitants, qui, eux, emploient des gens plus locaux. Puis, trop de fly-in, fly-out, tu penses? Avec Champion, trop de fly-in, fly-out, d'après ce que tu vois? Trop. Écoutez, c'est le modèle qu'ils ont choisi. Là. Je commencerai pas à dénigrer le modèle. C'est sûr que dans un monde idéal, on aimerait que les gens restent tous sur la Côte-Nord, mais c'est le modèle de gestion qu'ils ont choisi. Puis, on représente les gens qui sont en fly-in, fly-out. Fait qu'on va respecter ce modèle d'opération-là. Les gens, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a une quinzaine de personnes, là, un peu plus de Fermont, qui travaillent aussi aux installations du lac Bloom. Mais on a aussi des gens de la Côte-Nord qui dépensent leur argent Sept-Îles, Port-Cartier, Bécomo, que quand le minerai va redescendre en mars, ça va avoir un impact direct sur la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. On devra embaucher sur le chemin de fer et on devra embaucher pour opérer le quai multi-usagé parce qu'ultimement, ce minerai-là va transiter par le quai multi-usagé, qui est en train de se faire relier présentement. Donc, tout est en train de s'attacher pour qu'on notre économie reprenne vie, si je pourrais dire, en 2018. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3638 de Sept-Îles vous invitent à être généreux ce samedi 18 novembre de 11h à 18h puisque ce sera la traditionnelle guignolée. Des bénévoles feront du porte-à-porte pour recueillir vos dons en denrées non périssables et en argent. Vous les reconnaîtrez. Ils seront identifiés par un dossard à l'effigie des Chevaliers de Colomb. Ceux et celles intéressés à se joindre à l'équipe pour cette collecte peuvent se présenter ce samedi 18 novembre au 1430 Boulevard L'Or à compter de 10h. Les Chevaliers de Colomb vous remercient de votre générosité. L'Académie du bistrot est de retour les 24, 25 et 26 novembre. Au programme, cours de sommellerie pour tous avec notre invitée spéciale Vanessa Lapierre de la Société des vins fins. Il y aura dégustation de vin en accord avec des bouchées. Dans une ambiance décontractée, entre amis, en couple ou en solo, venez parfaire vos connaissances en sommellerie à partir de seulement 80 $ pour 3 heures de cours. Réservez vos places au 960-0960 ou à info@blancbistrot.ca. Durant l'événement Liquidation Totale, Olivier Chrysler vous offre les plus grosses réductions de l'année. Obtenez jusqu'à 30% de rabais sur le PDSF de la Dodge Grande Caravane 2017, soit près de 15 000 $ de réduction. Ou optez pour le Ram 1500 2017 et profitez d'une réduction jusqu'à 25% sur le PDSF, pour un total de 17 600 $ en rabais. Passez vite nous voir chez Olivier Chrysler pour les détails. 119 Monseigneur-Blanche, à Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Jean, on est en plein cœur de la semaine Le Poids sans commentaire. La 6e semaine Le Poids sans commentaire. Et c'est une semaine qui est organisée par Équilibre. Et c'est pour faire la promotion de la diversité corporelle, finalement. Et au bout du fil, on a un des ambassadeurs de cette semaine-là, qui est Michael Bergeron. Bon midi, Michael. Un ancien de chez nous. Ben oui, effectivement, un ancien collaborateur de Côte-Nord Attitude. Bon midi. Bonjour. Ben oui, je suis bien content d'être de retour sur les ondes. J'en profite pour saluer tout le monde de cette île que je connais. Ben oui. Hey, Michael, ça fait comme 15 minutes qu'on parle de l'annonce d'hier au lac Bloom et à Fermont, là. Tu t'ennuies pas trop de Fermont? Tout le monde va redéménager là-bas, là?
Ben oui, effectivement, ça va retourner là-bas. Mais non, ça va, je suis quand même bien à Québec. C'est de cette île que tu t'ennuies, hein? C'est ça que tu veux dire, dans le fond. Exactement, t'as tout compris. Ben écoute, Michael, on te parle ce midi parce que, tu es un des ambassadeurs de cette semaine, le pouce en commentaire. Pourquoi t'as dit oui pour être un des visages de cette semaine-là? J'ai dit oui parce que je trouvais ça important. Je pense que c'est important de parler de cette cause-là. Je sais pas si c'est le bon mot, la cause, mais du moins, c'est important de sensibiliser les gens à cette problématique-là, à cette forme de violence ordinaire qu'il peut y avoir, à cette discrimination qui se fait quand même envers les personnes avec un surpoids. Et en plus, c'est un message qui est beaucoup mis de l'avant par les femmes, principalement. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui prennent parole sur ce sujet-là. Puis je me suis dit, ça, on me le propose, c'est sûrement parce qu'on pense que j'ai de quoi de pertinent à dire sur ce sujet. Et je me suis dit, je peux pas blâmer qu'il manque d'hommes et refuser l'invitation. Donc, j'ai accepté aussi pour qu'il y ait des modèles masculins aussi et pour que ce débat-là soit aussi masculin, puisse rejoindre les hommes également. Donc, je trouvais ça important de le faire en tant qu'homme, mais aussi parce que c'est important de passer ce message-là, de montrer qu'il faut changer la perception et la façon de parler de l'obésité, de surpoids, etc. C'est intéressant ce que tu dis là parce que, t'es le seul homme ambassadeur de cette semaine-là. Puis souvent, quand on parle de diversité corporelle, on a l'impression que le surpoids chez les gars, c'est moins grave. C'est comme plus accepté, mais dans le fond, c'est pas ça, là. Ben non, parce que les commentaires qui se font sur l'obésité en général, que ce soit envers une femme, envers un homme, on l'entend aussi, les hommes. J'imagine qu'on peut sûrement se le transposer à nous aussi, et on en vit quand même aussi de la discrimination. C'est vrai que c'est peut-être moins pire dans la mesure où des hommes avec le surpoids, on va en voir quand même qui sont au pouvoir, on va en voir à la télévision, au cinéma, ils se font moins, si on veut, ramasser, ils se font moins critiqués, mais les commentaires sont quand même là. Il y a quand même une image aussi dans la culture populaire qui est là. Si on pense, par exemple, au rôle qu'on donne habituellement au cinéma ou à la télévision à des gros, c'est souvent des personnes qui sont épaisses, des personnes qui sont là pour mettre en valeur l'autre personnage, sont là pour créer des situations comiques. C'est rarement une personne qui est grosse parce qu'elle est grosse comme quelqu'un va être blond dans une série juste parce qu'elle est blonde ou qui est blond. Donc, il y a quand même quelque chose qui est là quand même si effectivement on a peut-être moins tendance à le noter ou à en parler comme on en parle du côté des femmes, mais c'est là quand même chez les hommes, ils le vivent tout autant que les autres, peut-être juste qu'ils en parlent moins par contre. Oui, et puis en plus, envers un gars, il me semble qu'on se sent moins gêné là à faire des jokes, entre autres. Est-ce que c'est ça qui est plus difficile à vivre, d'avoir souvent un commentaire sur son surplus de poids là dans l'entourage ou même d'en entendre sur d'autres personnes à la télévision, par exemple? Et c'est vrai que les blagues, à un moment donné, ça devient lourd, mais je pense qu'on peut s'y faire les blagues. Ce qui devient lourd, par contre, c'est la façon, c'est des mauvaises associations qu'on associe malheureusement beaucoup obésité et mauvaise santé et minceur et bonne santé, alors que ça n'a pas de lien. Il y a des gens qui ont une très mauvaise santé qui sont minces et il y a des gens qui ont une excellente santé qui ont un surpoids. Donc, déjà, il faut défaire ce mythe-là. Mais c'est aussi la façon que les gens, souvent, derrière de bonnes intentions, ont des propos quand même qui peuvent être tannants ou blessants, comme quand les gens se mêlent un peu de la vie des autres. On connaît tous des gens qui ont des mauvaises habitudes, on passe pas leur temps à leur dire « Hey, quand est-ce que tu arrêtes ta mauvaise habitude? » Tandis que les personnes avec un surpoids, les gens passent leur temps à leur demander « Puis quand est-ce que tu fais un régime? Puis quand est-ce que tu te mens fort? » Et quand, à un moment donné, c'est « Ben, attends, peux-tu arrêter de te mêler de ma vie? » Déjà de un, et ensuite, comment peux-tu présumer que j'ai des mauvaises habitudes? Il y a des gens qui mangent très bien, qui font du sport à chaque semaine et qui ont quand même un surpoids. Donc déjà, il faut faire attention à la façon qu'on aborde les gens. Et c'est là que des fois que ça peut venir plus blessant. C'est quand ça vient des proches puis qui martèlent ce genre de message-là. À un moment donné, ça vient, est-ce que je peux être autre chose que mon corps? Voilà, c'est un peu ça aussi. Les gens se mêlent beaucoup, je trouve, de la vie des gens. Ça s'en permet beaucoup. Ouais, puis avec les réseaux sociaux aussi, il me semble que les gens se permettent de plus en plus. J'ai lu beaucoup de textes que tu as écrits là-dessus pour cette semaine. Dans Le Voir, j'en ai lu sur le Huffington Post également. Puis il y en a un qui m'a beaucoup frappé, c'est quand tu parles des jugements envers Safia Nolin, par exemple, à la disque, et que des gens excusent des comportements disgracieux de vedettes qui ont été faites dans les dernières semaines qu'on a dénoncées, mais que Safia Nolin, elle a le corps qu'elle a, puis elle s'habille comme elle est, puis ça, on n'accepte pas du tout. Mais c'est vrai, oui, effectivement, moi, je me suis demandé si dans ma vie, j'avais subi plus de violence sur le simple fait d'être gros, que par rapportement aux les fois que j'ai pu faire des conneries, les fois que j'ai pu faire des erreurs. Je pense que j'ai subi plus de violence par le simple fait d'être gros
que pour tous les gestes, les mauvais gestes que j'ai pu poser dans ma vie. Puis oui, quand on regarde l'opinion publique, effectivement, quand on a vu, par exemple, l'histoire d'Éric Savel sortir, il y a eu des centaines de gens qui sont venus l'appuyer puis qui ont dit non, qu'il y a un bon gars quand même, alors que Safia Nolin, qui, elle, fait juste avoir le corps qu'elle a et elle se fait ramasser par des dizaines de personnes sur Internet de manière complètement gratuite. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu déstabilisant et un peu triste dans tout ça, de voir que les gens ont beaucoup plus de facilité à blâmer des gens pour le corps qu'ils ont, souvent quelque chose qu'on n'a pas trop cherché, versus des comportements. Et je trouve ça triste parce que ce qu'on devrait beaucoup plus blâmer et viser, c'est les comportements, parce que ça se change, les comportements. Un corps, des fois, on est juste pris avec. On peut pas changer grand-chose, des fois, sur notre corps. Donc, il y a quelque chose, je trouve, de triste dans ce constat-là, qu'il y a une forme de condamnation qui est beaucoup plus facile envers les corps qu'envers les comportements. Et il y a beaucoup de chemin à faire quand même pour changer les comportements, Michael, faut l'avouer. Faut espérer qu'une semaine, là, toute la sensibilisation qu'on fait, que ça a une certaine efficacité. On le voit dans d'autres domaines aussi, le racisme, les commentaires crus sur Facebook, là, toutes les personnes qui ont la moindre différence sont atteintes, hein? Effectivement, c'est ça, moi je trouve ce message-là qui est sur la grossophobie, qui est une espèce de discrimination envers les personnes qui ont une obésité, ça s'imbrique pour moi justement dans la même chose que le racisme, que le sexisme, qu'une discrimination religieuse, culturelle, qu'importe. C'est qu'à un moment donné, il me semble qu'on devrait arrêter de condamner les gens pour la simple différence qu'ils ont. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut condamner les gens sur des actes qu'ils font, sur des positions qu'ils prennent. Sur les commentaires racistes. Sur des commentaires racistes, voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a un examen de conscience qu'on devrait faire comme société. Et pour moi, faudrait arrêter cette forme de discrimination-là en général, pas juste contre les gros, mais aussi les personnes handicapées vivent cette discrimination-là. Il y a des gens qui ont des maladies, des états physiques, qui sont nés avec ça, qui subissent cette discrimination-là. Donc, on devrait à un moment donné valoriser la différence et être capable d'accepter tout le monde comme ils sont, plutôt que les pointer du doigt. Oui, tout à fait. Puis je disais aussi, ça t'a pris 30 ans réaliser que tu faisais en fait l'objet de violences comme ça, ordinaires. Toi, est-ce que tu en es venu à t'accepter? Oui, je dirais. Est-ce que tous les jours j'aime mon corps, je le valorise, peut-être pas, mais accepter, oui. Maintenant, je vis avec, mais effectivement, ça m'a pris 30 ans. À un moment donné, je me suis demandé pourquoi j'étais moi-même aussi violent avec moi-même, puis j'ai juste compris que c'est parce que j'avais juste absorbé et intériorisé tout ce message populaire que j'entendais depuis mon enfance. Et donc, c'est un gros combat. Ça fait maintenant 5 ans que je l'ai réalisé, puis je dirais que je vais sûrement lutter encore et encore à prendre le dessus et à ne pas plier devant cette espèce de pression sociale. C'est difficile, puis des fois on se demande si c'est pas de notre faute, de notre faute dans le sens si on n'est pas en train d'encourager ou si on donne pas raison aux gens, alors que non, les gens ne devraient pas nous juger là-dessus. Donc c'est quand même un combat, peut-être pas quotidien, parce que je suis pas tous les jours en train de m'apitoyer sur mon sort puis de me trouver laid, mais ça reste un combat qui est là quand même régulièrement. C'est comme un combat de fond, si on veut. C'est peut-être la différence entre la façon de le vivre pour un homme et pour une femme. Le gars garde ça par en dedans, la fille, elle va en parler avec d'autres, au moins elle va garder l'estime de soi plus facilement. Des fois, c'est de compenser par une personnalité. Faut être fort comme gars pour justement aller sur la place publique pour parler de ça, Michael, bravo. Merci, mais c'est pour ça que je disais au début, je pense que c'est important qu'il y ait des hommes aussi qui embarquent dans ce débat-là. Je pense que les femmes en parlent beaucoup plus parce que les femmes luttent en général contre la discrimination qu'elles vivent, avec tout dans le mouvement féministe. Tout le body positive embarque dans ce mouvement féministe-là. Fait que je pense que c'est pour ça que les femmes aussi en parlent beaucoup plus. Mais les hommes aussi doivent embarquer dans ce débat-là parce que ça les touche aussi. Puis puis à un moment donné, effectivement, cette image de l'homme qui va toujours être fort, qui n'a pas de faiblesse, c'est pas vrai, on a tous nos forces et nos faiblesses. Puis à un moment donné, dire publiquement qu'il y a des trucs qui nous font mal, qu'il y a des trucs qui nous blessent, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Puis tout le monde le vit. En fait, faut arrêter de faire semblant que jamais dans la vie rien ne nous atteint, rien ne nous blesse. C'est un peu un mensonge et de l'hypocrisie, malheureusement. Effectivement. Écoute, Michael, en tant que personne ronde, moi-même, je tiens à te remercier de prendre la parole comme ça publiquement. Puis je pense que la morale, c'est que si chacun se mêlait de ses affaires puis était heureux dans ses trucs, la vie serait bien plus belle. Oui, voilà, juste accepter l'autre. Comme j'espère, comme je pense que tout le monde espère que tout le monde va être accepté par les autres, ça serait bien qu'on fasse la même chose, qu'on accepte les autres aussi. Tout à fait. Donc, Michael Bergeron, ambassadeur de cette 6e semaine, Le Poids sans commentaire. Merci beaucoup du temps que tu as pris avec nous ce midi.
Ben, merci à vous de l'invitation. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Chez Côte-Nord Mitsubishi, on liquide tous les modèles Lancer 2017 en inventaire. Que ce soit la traction intégrale ou la traction avant, des rabais pouvant atteindre jusqu'à 3 500 $ ou 0%, soit à l'achat ou la location. Dernière chance de vous procurer la Lancer 30e anniversaire, pièce de collection avec les mêmes taux avantageux. En plus, obtenez un ensemble d'hiver sans frais d'une valeur allant jusqu'à 1 400 $. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti. Côte-Nord Mitsubishi, 100 rue Napoléon, Sept-Îles. Plus de détails en concession. Et on passe maintenant au bulletin météo. Attachez bien vos trucs, là, car on annonce toute une bordée pour les clients TELUS. Télé optique 4K, Internet optique 150 et téléphonie 150 sont à prévoir à partir de 136 $ par mois. Forte précipitation davantage avec ici tout.tv extra et le programme de récompense accès privilège inclus dans votre abonnement. Ah, croyez-moi, vous allez vouloir rester à l'intérieur tout le week-end. Des conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com ou chez MD Communications, votre détaillant TELUS à Bécomo et Sept-Îles. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin de superviseurs aux opérations pour le secteur cours et quai et pour le secteur chemin de fer. De superviseurs planificateurs pour l'entretien des locomotives et ateliers électriques. Nous cherchons aussi un chef de section pour le chemin de fer, un chef de section environnement et un contrôleur financier. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. Attitude. On va parler du trou noir, cette fameuse période pour les travailleurs saisonniers qui se retrouvent sans revenus entre les prestations d'assurance-emploi et la reprise du travail saisonnier. C'est le cas notamment dans les pêches et le tourisme dans notre région. Ce trou noir prend de l'ampleur. Il va être plus foncé, semble-t-il, au cours de la prochaine année. On en parle avec la directrice d'Action Chômage Côte-Nord, Madame Lynne Sirois. Bonjour. Bonjour. Madame Sirois, cette année, là, les règles se sont resserrées, quoi. Ça prend 665 heures de travail pour obtenir 15 semaines de prestations. Ça veut dire qu'on se retrouve 3 mois, peut-être même plus, sans revenus. Oui, tout à fait. Peut-être jusqu'à 4 mois sans revenus. On trouve ça inacceptable. On comprend pas trop ce qui s'est passé. On a rencontré le ministre Duclos au mois de mai. Il nous avait dit qu'il comprenait la situation. Depuis ce temps-là, il nous dit qu'il est à l'étude. Mais là, maintenant, le temps, il n'est plus à l'étude. Là, faut vraiment prendre des actions concrètes là, pour d'arrêter cet exode de la population, parce qu'on sait très bien qu'il y a personne qui est capable de vivre 4 mois sans revenu, parce que la seule solution que ces gens ont, c'est de partir de la région. Oui. Il y en a pas mal des travailleurs saisonniers, là. Les règles que vous nous parlez s'appliquent aussi à Sept-Îles-Port-Cartier, dans la MRC de Sept-Rivières. Ici, oui. Bon, il y a le tourisme, il y a oui. l'usine de pêche à Sept-Îles, il y a des aides pêcheurs sur les bateaux. Tous ces gens-là, ça fait quelques années qu'ils vivent le problème du trou noir, puis ça s'améliore pas, donc. Non, c'est ce qu'on dénonce. On est loin de s'améliorer, là. Là, on s'en va en empirant, là. C'est inacceptable, là. Et si on vivrait en Gaspésie, il faut travailler 420 heures, puis on a le droit à 28 semaines de chômage. C'est une grosse Sur la différence, Côte-Nord, même, chez nous, là, c'est 1400 heures pour avoir le droit à 28 semaines de chômage. C'est inacceptable comme situation. Ouais. Là, on demande au ministre, là, de changer ça immédiatement. À Natashquan, en Basse-Côte-Nord, en Mangani, Saint-Pierre, eux, ils ont les mêmes règles que la Gaspésie. C'est la région Côte-Nord, c'est pas une entité du tout au chapitre de l'assurance-emploi, là. Tout à fait. La région de la Côte-Nord, vous l'avez dit, en Mangani, en Basse-Côte-Nord, eux sont jumelés avec la Gaspésie. Nous, on est jumelés avec 17 autres régions. Ça veut dire le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le taux de chômage est beaucoup plus bas. Tout à fait. Oui, ça veut dire qu'il y a 17 régions où on analyse la population active et on nous dit que le taux de chômage, ça va bien, il est baissé. Il est à 6,9. À Montréal, il est à 7. On a un taux de chômage plus bas qu'à Montréal. En même temps, c'est vraiment des scandaleux. En même temps, on affiche ces statistiques-là où on jumelle ces régions-là pour bien paraître dans les statistiques, justement.
Ben, bien sûr, là, le Canada, là, reluit avec un taux de chômage qui n'a jamais été si bas, mais la réalité, c'est que j'ai parlé avec des actuaires, la réalité est autre là. La réalité, c'est que la population vieillissante et les gens quittent les régions pour les grands centres, et ce qui fait que la population active diminue. Ça devient un cercle vicieux, Madame Sirois, parce que si les gens quittent la région, ben, le taux de chômage il diminue parce que ces gens-là, là, ils sont plus à la recherche d'emploi dans la région Côte-Nord. Donc, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est ce qui est en train de se produire, là. Puis ça va aller ça va pas aller en s'améliorant. C'est pour ça que nous, on dit, là, c'est assez. On demande à nos politiciens d'agir. Là, on demande vraiment à nos élus. On parle des élus au niveau de la province, au niveau du fédéral, mais on demande aussi à nos élus municipaux, à nos préfets, là. Maintenant, il faut qu'ils agissent, là, parce qu'ils ne peuvent pas regarder ça les bras croisés puis dire ça n'a pas de bon sens à rien faire. On va se mobiliser. Le 24 novembre, on se mobilise à Forestville. On va faire une action. Les chômeurs retournent dans la rue. Je peux vous le confirmer. Oui. On va retourner dans la rue et on va travailler pour se faire entendre. Et on va pas attendre une étude qui n'arrive pas jamais, là. Oui. Moi, j'en ai parlé au ministre Duclos quand il est venu à Sept-Îles en mai dernier. Je sais qu'il vous a rencontré également à Action Chômage Côte-Nord. Là, il est resté prudent dans ses commentaires. Puis là, on voit que ça bouge pas finalement. Duclos, c'est pas son ministère non plus, là, l'assurance-emploi. Oui, Duclos, c'est son ministère, l'assurance-emploi. Il y a une partie qui est divisée en deux, mais l'assurance-emploi, c'est son ministère. Puis là, il n'a pas bougé, il n'a pas compris votre message, ça veut dire? Ça veut dire qu'il a compris, mais qu'il n'agit pas. Il fait l'aveugle. Il a entendu, mais il fait pas d'action. Il y est au courant. Puis je peux vous dire que je l'ai appelé, hein, j'ai parlé encore à son attaché politique hier. Il me dit toujours la même chose, on est à l'étude. Ben, le temps est plus à l'étude, là. Là, le temps est aux actions. Ouais, là, vous avez plus confiance. Est-ce que, même avec les pressions des maires, des préfets, comme vous le demandez, est-ce qu'on peut encore changer pour la saison en cours? Parce que les prestations d'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers, ça doit être commencé, là. Oui, mais on peut changer. Ben oui, c'est le gouvernement qui a rien qu'à annoncer une mesure de 10 semaines, de rajouter 10 semaines, c'est ce qu'on demande là, pour les médias, de rajouter 10 semaines aux gens qui ont déjà fait une demande d'assurance-emploi pour qu'ils soient capables au moins d'attendre la reprise de leur travail saisonnier. Vous êtes confiante avec un peu de pression, ça pourrait changer? Bien entendu, là, ouais. Les actions, ils ont tout le temps été positifs quand les gens ont répondu, quand les gens disent non. La population, si la population se lève debout, oui, ça va changer. Mais ça prend la population, il faut que la population se lève debout et dise là, c'est assez. Là. On va tout déménager en Gaspésie ou en Basse-Côte-Nord pour avoir le droit de travailler dans une industrie saisonnière. Ouais, c'est pas de bon sens. On le voyait entre autres l'an dernier à Baie-Trinité, hein, comment les travailleuses de la même usine, certaines viennent de la Gaspésie puis d'autres de la Côte-Nord, n'avaient pas du tout les mêmes conditions, là, le même trou noir à vivre au printemps ou en fin d'hiver. Qu'est-ce qu'on demande exactement, Madame Sirois, là? Il faudrait que la Côte-Nord soit une entité au chapitre de l'assurance-emploi. Il y aurait peut-être encore de la disparité parce que le taux de chômage à Sept-Îles puis à Blanc-Sablon, c'est pas le même non plus, là. Oui, mais ça serait une moyenne qui ressemblerait pas mal plus à notre réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est que les travailleurs saisonniers aient de l'assurance-emploi jusqu'à le retour au travail et qu'on nous mêle avec la partie de la Gaspésie, qu'on prenne la Côte-Nord, parce que tout le long du fleuve, il y a des petits villages qui ne vivent que du travail saisonnier. Il faut que ces gens-là réussissent à vivre à l'année et non pas 6 mois par année. Est-ce qu'on va fermer la région 6 mois de la Côte-Nord pour dire on va vivre 6 mois par année puis les autres 6 mois on ferme la région? C'est impossible, mais ça s'en vient, là. Oui. Eh bien, c'est à suivre. Hein. J'imagine que vos gens vont se mobiliser, pour d'abord peut-être inviter les maires et les préfets à faire de la pression et ensuite peut-être autrement pour passer le message au gouvernement. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Madame Lynne Sirois, je rappelle que vous êtes directrice d'Action Chômage Côte-Nord. Un gros merci pour l'entrevue. Merci. Côte-Nord. Attitude.
Pure FM 94.1. Ce jeudi 16 et samedi 18 novembre, Nicolas Ouellette et ses musiciens seront présents à votre bar Le Marchal. Ils seront aussi en spectacle la fin de semaine prochaine, soit du 23 au 25 novembre. Venez danser et vous amuser dans un endroit chaleureux et tout à fait country, au son de la musique d'André Bourque du jeudi au dimanche. À ne pas manquer, à votre bar Le Marchal du 450 Place du Commerce. Sans oublier nos cours de danse à tous les mercredis soirs avec Patsy. Chez Olivier Nissan, vous êtes le maître de la route durant la vente fin d'année. Prenez le volant du Rogue 2017 à traction intégrale et profitez de rabais jusqu'à 5 000 $ ou obtenez jusqu'à 2 000 $ de rabais sur le tout nouveau et polyvalent Qashqai. Sans oublier la Micra et la Sentra SV 2017 offerte à partir de seulement 39 et 49 $ par semaine en location de courte durée 24 mois en plus de recevoir des pneus d'hiver sans frais. On vous attend chez Olivier Nissan à Sept-Îles. Amateurs de glisse, la saison approche. Vous serez heureux d'apprendre que la grande vente des passes de saison dans votre station récréo-touristique Galix est maintenant commencée. Cette année, pour une passe adulte achetée, un billet ami comprenant un billet journalier et sa location d'équipement vous est offert. Et vous manque de l'équipement? Vous avez plusieurs solutions. Dans votre station, il est possible de profiter d'un service de location saisonnier d'équipement de ski ou de snow. Et si vous souhaitez acheter un équipement usagé de qualité, notre traditionnel ski show se déroulera samedi le 25 novembre entre 9h et midi à la station récréo-touristique Galix. Vous voulez en savoir plus? Venez à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra ce samedi le 18 novembre à 13h30, toujours à la station. Cet hiver, vivez l'expérience Galix. Appelez-nous au 766-SKI ou suivez-nous sur notre page Facebook et notre site Internet. Le temps des parties et des festivités de Noël arrive à grands pas. Le moment de l'année où nous voulons toutes être belles et se sentir bien. Alors pensez Équilibre Spalange de Place de Ville. Prenez rendez-vous pour une manicure ou pour une pose d'ongles parfaite. En plus, c'est l'endroit pour trouver le cadeau idéal à offrir. Soyez en beauté avec Équilibre Spalange et cosmétiques de Place de Ville. 961-1888. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on va parler de généalogie et d'archives. J'aime ça, moi, la généalogie puis les vieilles photos d'archives. C'est vrai, c'est intéressant. Puis à Sept-Îles, il y a un endroit où il y a des trésors comme ça en généalogie et en archives, notamment des fonds de photos là, historiques sur Sept-Îles. J'en vois une là, de la famille Gallienne en 1900. Là, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont de la parenté là-dedans. Donc, on va en parler avec l'archiviste et coordonnatrice de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui a un bureau bien équipé à Sept-Îles. Elle s'appelle Madame Saucier. Madame Danielle Saucier, bonjour. Bonjour. Alors, cette fin de semaine, samedi en fait, c'est rare qu'on ouvre les portes le samedi du côté des Archives nationales. C'est parce que c'est la semaine de la généalogie, hein? Oui, exactement. Puis ça fait environ 5 ans qu'on participe à la journée avec notre partenaire qui est la Société de généalogie de la Côte-Nord. Donc, ils viennent dans le fond... Ils viennent bénévolement, comme ils le font d'habitude, nous soutenir dans cette journée, dans l'organisation, dans le soutien aussi aux visiteurs qui vont venir pour entamer leur recherche. Ces bénévoles-là aussi, c'est une ressource précieuse. On les héberge depuis un petit bout de temps. On est bien installés aux Archives nationales, là, sur le boulevard L'Or, en plein centre-ville de Sept-Îles, pour fouiller ses ancêtres. Exactement. Et on veut aussi, dans le fond, j'aimerais prendre l'occasion de dire que c'est ouvert au public. Plusieurs personnes pensent que c'est un entrepôt tout simplement, mais les gens peuvent venir consulter les documents, faire des recherches. On est là pour leur expliquer comment faire. On fait pas les recherches à leur place, mais on va vraiment leur donner la matière pour qu'ils puissent entamer leur propre recherche. C'est ce qu'on veut faire au niveau généalogique samedi avec eux. Et c'est de plus en plus populaire, les recherches généalogiques. Hein? Je sais pas si tu connais les premiers Dionne arrivés au Québec, mais ça doit remonter à la Nouvelle-France. Non, j'ai jamais fait de recherche là-dessus, comme mais les premiers Saint-Pierre, les premiers Saucier. Parce qu'on peut avoir accès, on n'est pas obligé d'être natif de Sept-Îles non plus. Hein? Non, on a accès à pas mal de choses à partir de chez vous. Exactement, oui. On a des répertoires au niveau écrit, là. Et on a maintenant plusieurs bases de données aussi qui sont accessibles gratuitement sur place. Donc, des bases de données avec des partenaires aussi avec qui on a fait affaire, qui nous permettent d'offrir à nos usagers
d'avoir accès aux bases de données. Ouais. Donc, ça, c'est une ressource supplémentaire qu'on avait plus ou moins avant. Là. Ouais. À part les petits arbres généalogiques qu'on faisait à la petite école dans le temps, là, où on allait jusqu'à grand-papa, grand-maman, peut-être une génération en haut, chez vous, on peut retracer vraiment des ancêtres assez profonds. Est-ce que c'est compliqué de remonter, là, de retrouver ces ancêtres? Ça dépend en fait, au Québec, pas vraiment. C'est assez simple parce qu'il y a beaucoup de ressources qui nous permettent de retracer nos ancêtres. Ben, je pensais qu'il y avait beaucoup de presbytères qui avaient brûlé avec les archives aussi, ouais, là, des baptêmes, des certificats de naissance et ces documents-là. Quelques trous, okay. Mais pour la majorité, non, c'est assez accessible. C'est plus lorsqu'on sort du Québec que ça devient compliqué. Mais il y a tellement de sociétés maintenant de généalogie par le web que les usagers peuvent les contacter pour avoir des informations et continuer. Parlant du web, j'ai visité le vôtre ce matin. Il y a quand même des belles choses sur cette île. Hein? Est-ce qu'on est en train de transférer tous vos fonds, les numériser finalement, quoi? Une partie des fonds, ceux qui sont principalement du domaine public, donc qui ont plus de droits d'auteur attachés. On essaie, dans le fond, de permettre à plus de personnes de pouvoir les consulter en restant chez eux. Mais tous les originaux sont encore à cette île. Ouais. Et on peut rappeler qu'on a changé de nom pour BANQ, là, Bibliothèque Archives Nationales du Québec, depuis quelques années. Ici, le centre d'archives de cette île. Et donc, en réseau, là, on remonte même jusqu'à la grande bibliothèque à Montréal, finalement. C'est ça. C'est là que sont tes boss. Oui et non. Oui, en partie. Mais oui, c'est trois institutions, en fait. Une grande bibliothèque publique qui est la Grande Bibliothèque, la Bibliothèque nationale et les Archives nationales qui ont fusionné en 2006. Il y a des avantages pour nous autres à cette île. On a accès à plus de fonds. On peut aller chez vous, puis ça devient une porte d'entrée vers plein de fonds d'archives, de photos, de documents. Les Archives nationales ont toujours été un réseau. Faut dire qu'on a toujours été un réseau d'archives nationales dispersées sur le territoire du Québec. Ce qui s'est ajouté, dans le fond, c'est la Grande Bibliothèque et la collection nationale, la Bibliothèque nationale. Donc, oui, par le web, on peut avoir beaucoup plus de ressources maintenant qu'on est fusionné. Et bien sûr, on peut aller consulter sur place et c'est le même abonnement. Si vous prenez un abonnement, c'est gratuit l'abonnement BNQ. Ouais. Là. Ouais. Il y a plein de trésors chez vous. Les autres services, les autres documents auxquels on a accès, là, je sais pas si on les compte, mais des photos, il doit en avoir des millions, des documents de toutes sortes aussi, quoi. Millions! Non, j'exagère. Au niveau cette île, oui, un petit peu exagéré, mais je pourrais vous dire, au niveau photo, là, on a certainement près de 200 000 photos. Bon. Et en fin de semaine, donc, c'est samedi, entre midi et 18h qu'on peut aller 16h. entre midi et 16h qu'on peut aller faire un tour exceptionnellement un samedi aux Archives nationales, au coin Laure et Smith. Sinon, vous êtes toujours ouvert de jour. On peut aller vous voir aussi. Lundi ou vendredi, la Société de généalogie, elle, est active le mercredi soir de 19h à 22h et le dernier samedi de chaque mois, maintenant, en après-midi. Donc, il y a des nouvelles plages horaires qui s'offrent aux visiteurs qui travaillent sur les mêmes heures que nous. Mm-hmm. Et ils peuvent venir faire leurs recherches. Et là, samedi, c'est vraiment des gens qui voudraient commencer là en généalogie. Ça serait vraiment le bon moment. Il va y avoir des bénévoles, il va y avoir toute ton équipe. Vous êtes 3 aux Archives nationales à cette île. Alors, samedi, à partir de midi, si on veut s'initier à la généalogie, c'est le moment idéal. Danielle Saucier, archiviste et coordonnatrice ici à cette île pour la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Un gros merci pour ton passage en direct à Côte-Nord Attitude. Merci à vous. Et nous, on vous souhaite un bon après-midi, une bonne fin de semaine également, puisque c'était la dernière de la semaine de Côte-Nord Attitude. Prochain rendez-vous lundi à midi. Jean, on continue de surveiller l'actualité tout de même. Tout à fait. Il y a plein de choses au bulletin d'information qui s'en viennent dans les prochaines heures également et plein de sujets lundi midi. Et voilà, merci d'avoir été là. Au revoir.